quoi ça sert, et puis ensuite qu'est-ce que c'est que l'éducation aux images. Mais je crois qu'il y a un mot qui concerne l'infiniment petit. Là, tu nous as montré l'infiniment grand, le macroscopique, notre position, notre place dans l'univers. Mais en termes microscopiques, il y a ce qu'on appelle le numérique. Et il me semble que le XXIe siècle, c'est le début d'un millénaire numérique. Alors, numérique, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Numérique, c'est un terme qui est un peu galvaudé, numérique partout, numérique par-ci, numérique par-là. Pour ceux d'entre nous qui développons des projets d'éducation populaire, c'est un mot qui fait recette, hein, le numérique, tu confirmes, Pierre-Olivier. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire du numérique pour que tout se passe bien. Et d'ailleurs, en arrivant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait le Wi-Fi à Dole. Oui. Et je suis passé j'ai acheté le journal à Dijon, je suis passé tout à l'heure. Dijon connecté, ça change quoi? Justement, je crois que c'est un petit peu les questions qu'on va commencer par se poser. Donc je disais, c'est important de définir des choses. Dans l'infiniment petit, alors je dis numérique, c'est de l'infiniment petit, oui, parce que c'est quoi d'ailleurs le numérique pour vous? C'est quoi le numérique? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis, ce que ça vous évoque, je vais le noter à l'écran. Si je dis numérique, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, et parlez plus fort parce que Qu'est-ce que ça vous numérique, c'est quoi? Non, rien du tout. Des 1 et des 0, c'est la okay, très bien. Pourquoi pas? C'est le codage en 1 et 0. Voilà. Codage en 1 et 0. Ouais. Moi qui passe par une machine. Ouais. Internet. Internet, tout à fait. Chiffrage. Chiffrage. Dématérialisation. Parce qu'il y a d'autres choses, c'est pas mal hein, déjà. Hein, la physique quantique. Comment? La physique quantique. Physique quantique, ouais. Oui. Champ d'information en deçà du mur de Planck. Oui. Alors, ok, allons-y. Champ d'information et... Ouais, en deçà du mur de Planck. D'accord. Alors là, j'avoue que ça en deçà du mur de Planck. Oui. Ok. Très bien. C'est la traduction de digital? Ah, digital. Alors, digital, c'est le mot anglais. Ah oui. Tout à fait. C'est pas avancé beaucoup, mais... Il y a aujourd'hui un certain nombre de... Enfin, il y a des jeunes philosophes qui travaillent sur le numérique. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à découvrir ce jeune philosophe qui s'appelle Marc Alizard, qui a écrit ce livre Informatique céleste qui est très intéressant. Vous savez sans doute que dans le numérique, on entend souvent le terme cloud computing, par exemple, l'informatique dans les nuages. Il n'y a évidemment pas du tout d'informatique dans les nuages, hein. Il n'y a rien dans les nuages, mais il y a toute une dimension de pensée magique, un petit peu du numérique, et j'aimerais bien, pour démarrer cette conférence, faire un tout petit peu de philosophie, mais de philosophie du numérique. Alors c'est quoi la philosophie? C'est des outils de pensée. Et je crois que penser ce numérique, parce que le numérique, en fait, nos téléphones, c'est numérique, nos ordinateurs, c'est numérique, cet écran, c'est du numérique, enfin il y en a de partout, en fait, hein, du numérique.
Donc il me semble que c'est intéressant, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, de définir un petit peu de quoi il s'agit, parce que les images elles-mêmes sont numériques. Donc si vous voulez, si on dit éducation aux images, donc ça veut dire éduquer à regarder, un petit peu à partir des exemples que vous nous avez montrés, être moins dupe d'une certaine manière des images, comment on fait, sauf que ces images, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui que ce qu'elles étaient avant qu'elles deviennent numériques. Et c'est un peu rapide de dire ça, dire bah oui, c'est le numérique, c'est différent, mais soyons un petit peu précis, et moi mon but c'est de vous donner un certain nombre d'informations. Alors, ce que je vous proposerais là, c'est que, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on définisse un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est que le numérique, et ensuite on rentrera dans les images numériques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'on se prenne une dizaine de minutes pour explorer un peu le numérique? Ça vous va? Bon. À vrai dire, parce qu'il y a un petit exercice, le numérique, c'est aussi des objets informatiques, hein, et je vous proposerais qu'on expérimente cet objet un petit peu bizarre. On en fera quelque chose, mais ça impliquera que vous vous rapprochiez. Donc je vais parler un tout petit peu, je vais définir le numérique, et ensuite, si vous en êtes d'accord, on se rapprochera et on fera circuler du courant électrique numérique entre nous. J'espère que ce ne sera pas dangereux. Alors, le numérique, on a coutume de dire que ce sont des 0 et des 1. En effet, c'est un code numérique, c'est des 0 et des 1, mais c'est un peu abstrait, des 0 et des 1. Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on appelle les QR codes? Vous voyez ce que c'est, les QR codes? Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ce genre de choses, ce genre de truc-là. Vous avez déjà vu ça? Oui. Et en fait, ce QR code, il n'est pas du tout abstrait. On va, dans le cadre de notre discussion, ne serait-ce que les notes que je viens de prendre là, eh bien, je vais les mettre derrière ce QR code. On le fera en fin de séance, hein, en fin de conférence. Mais avec votre téléphone portable, pour le moment, il ne mène à rien, hein, ce QR code, parce que j'ai rien mis derrière, mais je le ferai tout à l'heure. C'est en fait un lien Internet. Mais c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, vous pouvez essayer de le faire, ça vous amènera dans du vide pour le moment, mais tout à l'heure, ça vous emmènera vers une page Internet qu'on va créer ensemble. On va fabriquer cet objet numérique ensemble, et il y aura nos documents derrière. Mais comment ça se fait que ça, c'est un lien Internet? Vous voyez, c'est un peu étrange. Mais en fait, on a donc coutume de dire que le numérique, c'est des 0 et des 1. Mais c'est un code, c'est-à-dire que là, on a des carrés noirs et des carrés blancs. Les carrés blancs, c'est les 1, les carrés noirs, c'est les 0. Vous voyez? Imaginez que vous regardez au microscope la surface d'un CD ou d'un DVD. Eh bien, vous allez voir des minuscules micro-cuvettes. C'est-à-dire, il y a des trous où il n'y a pas de trous. Les 0 et les 1. C'est un code. Vous vous rappelez, pour les plus âgés d'entre nous, vous vous rappelez le bruit du modem quand on se connectait à Internet avant 1999, ou le bruit du Minitel, pour les vieux comme nous, quoi, hein. Ça faisait quoi comme bruit? Faites-le. Ouais. Bravo. Bravo. Quel talent, Monsieur Minitel. Vous avez entendu? Beaucoup plus le 56K que le 36.3.36. J'ai fait le plus fort, quoi. Pour les jeunes. Ding ding. Voilà. En fait, ce qu'on entendait là, c'était à très haute vitesse, en fait, parce que 56K, ce qui voulait dire, 56K, K ça veut dire 1000, ça veut dire 56 000 0 et 1 par seconde. C'est ça en fait que ça veut dire 56K. Ça veut dire 56 kilobits par seconde. Ces choses-là, les 0 et les 1, c'est ce qu'on appelle les bits. C'est l'unité élémentaire d'information numérique.
Et en fait, ce son bizarre qu'on entendait, bien en fait, c'était quand il y avait des 1, il y avait du courant, et quand il n'y avait pas de 1, il n'y avait pas de courant. Donc c'était une sorte de son très aigu, très bizarre, mais on entendait le numérique. Quand vous avez la fibre optique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la fibre optique, c'est ce qui permet d'avoir des connexions Internet rapides. Et soit il y a de la lumière, soit il n'y a pas de lumière. Les 0 et les 1. Bref, il n'y a que ça, en fait. Le numérique, c'est que des 0 et des 1. Mais vous allez me dire, des 0 et des 1, c'est complètement abstrait. Enfin, c'est comment ce code-là peut fabriquer des images, etc., etc. Eh bien, pour pouvoir fabriquer des choses, ce code, il doit être interprété. Il y a un code dont vous avez sûrement entendu parler, qu'on appelle le code ADN. C'est le code qui nous donne la vie. Et lui, le code ADN, c'est pas 0, 1. Il y a 4 bases. Il y a A, C, T et G. On les a nommés comme ça, mais peu importe. De même que les 0 et les 1, peu importe que ce soit 0 ou 1, noir ou blanc, enfin, c'est la même chose. C'est la même information. Et cette question de l'information, elle est au cœur de la vie elle-même, en fait. Et c'est vrai que toutes ces machines, tous ces objets numériques, toutes ces transmissions qui nous semblent assez désincarnantes, il y a notamment ce jeune philosophe, Marc Alizard, mais il n'est pas le seul, qui ont étudié tout ça d'un petit peu plus près, et qui ont étudié la nature d'un petit peu plus près, et puis le numérique d'un petit peu plus près, et ils se sont rendus compte que finalement ces deux choses-là étaient un code qui donnait des instructions pour que des choses se passent. C'est ce qu'on appelle le codage. Et toutes ces machines qui nous semblaient étrangères à notre nature humaine, eh bien, on est en train de se rendre compte que ces machines-là sont beaucoup plus proches de nous que ce qu'on croyait. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais on en fait l'expérience dans notre vie de tous les jours. Quand, par exemple, on utilise un GPS, qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'être piloté par une machine? Et parfois, ça fait des situations complètement absurdes. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous proposer pour que ce soit un peu concret, parce que là, quand on dit ça, dire oui, finalement, la nature, c'est la même chose que le numérique, ça peut sembler un peu bizarroïde de dire ce genre de choses. Mais en fait, la conclusion, c'est que la nature, étonnamment, c'est une forme d'informatique. En fait. C'est un peu bizarre, encore plus bizarre de dire ça. Mais bon, bah, c'est un petit peu le cas. Soyons un petit peu plus concrets. Comment? Parce que pour moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous apporter, pour ceux qui ne les auraient pas, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de dire est évident. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire aussi, vous pouvez me couper quand vous voulez et poser une question, il n'y a pas de problème. On est là pour partager. Je prévois de vous dire un certain nombre de choses, mais vous me coupez quand vous voulez. Et puis après, de toute façon, on fera passer le courant là, entre nous avec cette petite machine. Et il y aura un moment d'échange de toute façon. Donc oui, je disais que pour moi, le but, c'est de vous apporter des outils, en fait. Parce que des outils pour penser. Parce qu'en fait, on peut apporter des points de vue. On peut dire, par exemple, le numérique, c'est horrible, les jeunes, ils sont tout le temps sur leur téléphone, etc. Sauf que nous, quand on est né, enfin nous, je dis nous, moi j'ai bientôt 50 ans, donc je dis, disons les gens de 50 ans, quand ils sont nés, il y avait par exemple, la télévision existait. Enfin, quand je suis né, elle existait, la télévision, elle était déjà partout. Le moteur à explosion existait. Donc je ne me suis jamais posé la question de avec ou sans voiture, par exemple, sans voiture dans les rues. Alors que quelqu'un qui est né, je ne sais pas, en 1890, il a vu l'apparition des moteurs à explosion, donc il a pu déplorer la disparition des voitures à cheval, des relais de poste, du maréchal Ferrand, vous voyez. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
les jeunes qui naissent aujourd'hui ou qui sont nés il y a peu de temps arrivent dans un monde où Internet est évident, où le numérique fait partie intégrante de notre vie, et donc ils ne voient pas le monde de la même manière que ceux qui sont nés plus tôt. Et je pense que tous autant qu'on est de toute façon dans cette salle, que ce soit par rapport à l'année à laquelle on est né, mais aussi par rapport à notre contexte, on voit chacun le monde différemment. C'est tout à fait normal et c'est extrêmement riche. Et je crois que, pour revenir sur la question de l'éducation populaire, il y a qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? Tiens, d'ailleurs, je vous pose la question parce que c'est notre sujet. Hein, je vous rappelle, éducation aux images, l'éducation aux images est-elle l'éducation populaire du XXIe siècle? Qu'est-ce que c'est pour vous l'éducation populaire? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment vous définiriez ça? Est-ce que ça vous parle? On est au cœur là, de l'éducation populaire. Hein. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle de l'éducation populaire. Donc voilà, on y est, mais j'aimerais bien qu'on le définisse un petit peu parce que pour moi, l'objectif de ce moment entre nous, c'est de partager et de construire peut-être par notre échange des outils pour le futur de l'éducation populaire. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais voilà, on s'est donné des objectifs ambitieux et non pas prétentieux. Alors, l'éducation populaire, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Favoriser l'esprit critique. Ah, comment l'esprit critique? Favoriser l'esprit critique, ouais. Accessible à tous. Ouais. Formation toute la vie. Partager. Émancipation. Intergénérationnel. Tout le monde est dépositaire d'un savoir qu'il peut transmettre, quel que soit le savoir. Ouverture des portes de réflexion chez chacun. Comment des portes? Ouverture de portes de réflexion. Pardon. Non, pas de souci. Et en lien, je sais pas, le mot qui me vient, c'est expérience. Oui. Que chacun puisse s'approprier sa propre expérience et la partager. Et c'est aussi une pratique. Ouais, pratique. Et c'est ensemble. La pratique que l'on crée. La pratique que l'on crée? Bah, c'est pas la pratique que Ah oui, c'est par la pratique, quoi. Que l'on crée, que l'on apprend, ça va? Ouais. Je voudrais juste proposer, pratique pour moi c'est lié à la créativité, ou la création, on crée quelque chose, on fabrique quelque chose. Ou par essayer. Pas forcément. C'est parce qu'on essaye qu'on pratique. Tu vois. C'est pas forcément la créativité. On a le droit d'essayer. On a le droit d'essayer. Le droit à l'erreur. Ouais. La citoyenneté. Combat contre l'obscurantisme. Éducation formelle, ici, il y a éducation populaire, quelque part. Éducation formelle? Ben oui, il y a un rapport à l'éducation formelle et à l'éducation scolaire. C'est complémentaire à l'éducation formelle. Et c'est une éducation informelle plutôt. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout ça, ça définit éducation, mais pas éducation populaire. En fait, l'éducation populaire, ça se définit par rapport à ce à quoi ça s'oppose. Et une éducation non populaire, c'est une éducation élitaire. Et donc l'idée, c'est au fond que l'éducation
d'abord, peut-être qu'elle a dévié de sa mission initiale, qui était d'élever l'ensemble du monde, en oubliant une partie de cette humanité qu'elle était censée émanciper. Non? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que, en fait, c'est un terme qui est plus politique que descriptif de ce qu'est cette éducation. C'est politique et c'est pratique aussi. C'est une pratique. Tu vois, l'éducation est pratique. C'est une pratique dans le sens où c'est Oui, c'est une manière de faire ensemble. On pourrait dire qu'on lit le théorique et le concret, quoi. Des apprentissages autonomes. Qu'est-ce qu'est apparu l'expression éducation populaire pour la première fois? Est-ce que vous savez? Nino Caceres. C'est pendant les mouvements Il y avait des Prisonniers. mouvements en Allemagne, Benito social, Caceres. des mouvements ouvriers, il y avait le personnalisme avec la démonie, Los Angeles. Ouais, tu situerais 50, on dit années 30 peut-être. C'est au XXe siècle en tout cas, ça c'est évident, me semble-t-il. Ok, c'est très bien. C'est une mission d'intérêt général aussi. Échange de pratiques, réciprocité. C'est tout à fait précieux, tout ça. On le partagera via l'image et via le numérique, hein, tout à l'heure, derrière le fameux QR code. Merci pour ça. Je voudrais parler maintenant, parce que là on a éducation populaire et maintenant l'éducation aux images. Parce que voilà, on va être dans notre sujet. Et puis moi je ferai le lien avec le numérique finalement, entre éducation populaire et éducation aux images. Qu'est-ce que c'est l'éducation aux images pour vous? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les images? Ça, on va en parler un petit peu, de la fonction des images, même beaucoup. Pour vous, c'est quoi l'éducation aux images? Comprendre les images. Comprendre les images, ouais. Apprentissage. Gérer le flot. Prise de quoi? Prise de temps. Plus de temps? Non, bah, prendre du temps. Prendre du temps. Oula, lire l'image. C'est du décryptage. Sémiologie. Démystification. Une rencontre artistique. Immédiat. Enfin, oui. Manipulation. Objectif et subjectif. L'image, c'est une façon de transcrire quelque chose de mental aussi. Visuel. Mais pas que. Lecture d'un langage. Ok, très bien, je suis super d'accord avec tout ça. Alors, pourquoi cette idée de rassembler comme ça éducation populaire et éducation aux images? Parce que finalement, on a défini un peu les deux.
qu'est-ce que les images ont à voir avec la citoyenneté, avec la complémentarité à l'éducation formelle, avec l'émancipation, avec la réciprocité, avec la mission d'intérêt général. Vous voyez, c'est quoi le rapport entre ces deux choses? Je crois que c'est un peu notre sujet, c'est la proposition de pensée aujourd'hui, et avec le numérique qui, encore une fois, qui fait le lien entre tout ça. Je voudrais aborder la question de la fonction des images. À quoi ça sert les images? Et ensuite on reviendra dans les outils. Une image, au départ, c'est une mémoire. Les premières images faites par les humains, parce que d'ailleurs quand on parle d'images faites par des êtres humains, hein, c'est ça, hein, les images. Donc au départ c'est une mémoire, les peintures dans la grotte de Lascaux, ce sont des images que des humains ont fabriquées, qui sont inscrites là. On ne sait pas exactement quel sens elles ont, mais en tout cas elles sont la trace comme ça du regard des humains de l'époque. Ensuite on a eu l'architecture. L'architecture ça a à voir avec l'image, il y a des bouts d'images dedans. Mais il y a plein de choses dans l'architecture. Hein. C'est un petit peu comme le cinéma. Dans le cinéma, il y a plein de choses. Dans le cinéma, on peut mettre de la musique, du texte, du théâtre, tout ce qu'on veut. Vous voyez, de la danse. Donc l'architecture rassemble beaucoup de choses, y compris des images. Mais disons que les images dont on est en train de parler là, c'est a priori des images plates. Sauf que, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la réalité virtuelle, ces casques, et du coup, quand on met un casque comme ça sur les yeux, en fait, on a une image qui est ronde autour de nous. Donc on peut regarder tout autour de nous. Et pour fabriquer des images comme ça, on utilise des caméras qui ont deux objectifs, vous voyez, un de chaque côté. Et ces deux objectifs, comme ce qu'on appelle fisheye, comme un œil de porte qui filme tout. Donc si je filmais comme ça, d'ailleurs je vais le faire, si je filme avec cette caméra comme ça, eh bien, elle filme absolument tout, y compris moi-même. Vous voyez, je ne peux pas être derrière. Hein. Donc, je dis image plate, mais pas si plate que ça aujourd'hui quand même. Donc, il y a eu la peinture, et puis ensuite l'invention de la photographie en 1827 par Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône, comme vous le savez peut-être. Et puis ensuite l'invention du cinéma en 1895 par les frères Lumière à Lyon. Toutes ces images-là, dont je suis en train de parler, ce sont des images mémoire. La fonction de ces images, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'on a des photos de nos ancêtres. On peut voir ce soir, je ne sais pas, si on veut, un film avec Louis de Funès, et donc on aura des images de quelqu'un qui est mort et enterré, mais pourtant c'est comme s'il était vivant. Alors je vous montre juste l'image que je viens de faire là, pour que vous voyez un petit peu, parce que c'est des images plates, mais vous allez voir comment ils se sont débrouillés. Ça c'est donc ce que je viens de faire, c'était ça doit être ça. Attendez. Hop, j'aurais dû effacer le contenu de ma carte mémoire. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que sont ces autres images. Je me demande bien. Alors. Ah non, ça n'a rien à voir. Qui sont ces gens? C'est le métro. Je ne sais pas du tout qui sont ces gens. Bon. C'est bizarre que ça n'ait pas fonctionné. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je le referai tout à l'heure. Donc, image-mémoire. Mais peut-être que tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez voir, je sais pas, ça va être très joli, la lumière devant la sortie de l'hôtel de ville, et peut-être vous allez faire une photo avec votre téléphone, et vous allez l'envoyer à quelqu'un que vous aimez bien. Tac, je fais une photo, je l'envoie. Il n'y aura même pas de mots, ce sera juste une photo envoyée.
Avant qu'on ait les téléphones portables, vous vous rappelez, la caméra, elle est apparue dans les téléphones portables en 2005. Avant 2005, il n'y avait pas de caméra dans les téléphones portables. Donc, si on se remet avant 2005, eh bien, si je voulais pouvoir faire une image, il fallait que je décide le matin de prendre mon appareil photo, de le mettre dans ma poche. Il n'était pas si petit que ça, il était un petit peu gros, etc. Donc, il fallait une décision avant de pouvoir faire des images. Il fallait mettre des mots avant les images, vous voyez. Tiens, ce soir, il y a le spectacle de fin d'année. Alors ce matin, je vais bien penser à prendre mon caméscope et à l'emmener au boulot pour pouvoir aller filmer ce soir. Donc il y avait des mots avant les images. Et puis, les images, quand on les diffuse, je ne sais pas si je vais au cinéma, le film, il a un titre. Vous voyez, donc il y a des mots avant. Et puis peut-être qu'après avoir vu le film, j'en parle à des gens. Vous voyez, donc il y a les images, on dit qu'il y a un langage des images, mais elles étaient toujours précédées par des mots formulés. Mais quand je fais tout à l'heure, du coup, je vous propose qu'on le fasse tout à l'heure, qu'on se trouve, c'est vraiment une proposition que je vous fais, vous en faites ce que vous voulez, mais peut-être quand on sort tout à l'heure, chacun d'entre nous, on fait une petite photo, on trouve un truc sympa et on l'envoie à quelqu'un qu'on aime bien. Ça vous va de faire ça? Et du coup, une petite, je parlais tout à l'heure de créativité, un peu de créativité, quoi, je sais pas, un truc marrant, une petite mise en scène, je sais pas, ma main qui... Enfin voilà, on va le faire. Et on va pas mettre de mots. Mais qu'est-ce que c'est ça? Fabriquer quelque chose et l'envoyer directement à un interlocuteur. Bien en fait, c'est comme parler. Là, on est en train de se parler, je vous parle, vous avez parlé pour proposer des choses. Eh bien, je fabrique un message et je l'envoie en faisant vibrer mes cordes vocales. Je vous envoie le message. C'est l'oralité, en fait, c'est le langage oral. Eh bien, lorsque je fais une image et que je l'envoie à mon interlocuteur, eh bien, je fabrique un message et je l'envoie directement. Donc, finalement, aujourd'hui, fabriquer et transmettre les images, c'est parce qu'on a l'outil de transmission dans nos mains, grâce au téléphone portable et au réseau, eh bien, c'est une forme d'oralité. Donc, ça n'est plus tant que ça une mémoire. Si vous prenez l'application Snapchat, sans doute certains la connaissent très bien et par cœur et d'autres ne l'ont pas, mais Snapchat, c'est ce concept, je fais des images, photos ou vidéos, et puis je les envoie à mes interlocuteurs, et les images, elles sont affichées pendant 5 à 10 secondes, et ensuite elles sont effacées à tout jamais. Donc, c'est comme une conversation. Donc finalement, l'image devient une forme de communication directe, comme ça, entre les êtres humains. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est totalement lié aux outils technologiques qu'on a. Mais d'ailleurs, la photographie et le cinématographe, ce sont aussi des machines. Ce sont des machines qui ont permis des usages derrière. De même que le numérique permet un certain nombre d'usages. Donc, si vous voulez, on est très lié à la technologie dans tout ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un petit peu peur de, je sais pas, du numérique, de tout qui va trop vite, ou par exemple de Netflix qui fait qu'on ne va plus au cinéma, qu'on va moins au cinéma, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est comme quand il y avait eu une peur de la télévision par rapport au cinéma. Finalement, c'est des nouvelles technologies qui arrivent, mais elles ne vont pas forcément enterrer les anciennes. Et puis les anciennes, c'était déjà des technologies qui elles-mêmes ont apporté un changement. Hein. C'est l'histoire de l'évolution des technologies. Donc moi, je suis vraiment, si vous voulez, dans mon approche des choses, plutôt dans l'idée d'explorer ces technologies, de jouer avec. C'est pour ça que je parle de créativité, de s'amuser avec tout ça. C'est finalement être dans le partage, c'est être dans la construction d'une certaine distance, et donc d'un esprit critique. Et ça, c'est des choses que vous nommiez par rapport à l'éducation populaire. Donc, je pense que vous me voyez venir un petit peu sur le fait de jouer avec ces technologies, d'être créatif avec. Ça permet finalement d'aller retrouver ces missions-là dans des pratiques. Donc, oui, quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai cru entendre. L'image, ça devient une modalité de conversation.
Et puis, il y a encore une autre fonction. Vous voyez ce que c'est la vidéo en direct, par exemple Facebook Live. Vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je peux, avec mon téléphone, je peux filmer quelque chose et puis on le voit en direct. Je fais ma propre télé personnelle, si vous voulez. Il y a 2 ans de ça, avec une application qui avait précédé Facebook Live, qui s'appelle Periscope, eh bien, il y a une jeune femme qui avait fait toute une mise en scène chaque jour. Elle se connectait, et puis il y avait des gens qui la suivaient. Et si vous voulez, quand on se connecte à ces réseaux, en fait, on se filme soi-même, et les gens qui nous regardent peuvent nous envoyer des messages textes. Donc il y a une interaction. Pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, ils le savent, mais pour ceux qui n'ont pas pratiqué, je me filme moi-même et je diffuse au plus grand nombre, mais le plus grand nombre, ils peuvent m'envoyer des messages textes, que je vois en superposition sur mon image. Donc, cette jeune fille, elle avait à peu près 1000 followers, comme on dit, donc 1000 personnes qui la suivaient, qui regardaient d'ailleurs à leur écran. Et puis, eh ben, c'était pas marrant, ce qu'elle partageait, c'était un petit peu profond, etc. Et il était assez cousu de fil blanc que ce qu'elle allait faire, il y avait une date qui était donnée, ce qu'elle allait faire, c'était mettre en scène son suicide. Ça n'était pas dit explicitement, mais c'était évident, et il y a une fascination, bien sûr, de la mort et du sacrifice, et ces choses-là, on les voit d'ailleurs, ce qu'on appelle la télé-réalité, qu'on connaît tous plus ou moins, où on a des humains qui sont offerts en sacrifice, parce que pour moi c'est vraiment les jeux du cirque, des gens qui viennent, qui sont exclus, qui sont humiliés, qui sont éjectés, etc., que tout le monde regarde comme ça. Ben, finalement on peut le faire de façon personnelle, et elle s'est suicidée, et donc il y a 1000 personnes, et notamment des adolescents, qui ont assisté à son suicide en direct comme ça. Mais au niveau juridique, et c'est pas vraiment tranché, ces personnes-là, à distance, ils pouvaient interagir, ils pouvaient lui envoyer des messages. Donc il y a eu de la part des gens qui étaient spectateurs de son suicide, non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'à travers cette vidéo en direct, finalement, on n'est plus spectateur d'une image. On agit via l'image, on peut agir en direct sur la vie des autres via l'image interposée. Vous voyez ? Donc, l'image qui n'était qu'une mémoire, aujourd'hui, elle sert aussi à la conversation. Et puis, finalement, avec l'image, c'est la coprésence entre nous. Donc, c'est même pas la peine d'inventer la téléportation quand on est sur Skype, ou que, par exemple, on a Netflix sur son téléphone portable et qu'on met son casque et qu'on va dans une salle de cinéma et qu'on s'assied à côté de l'avatar de ses amis qui sont à des milliers de kilomètres de distance, et bien finalement, on reconstruit une forme de coprésence comme ça, via l'image interposée et via le numérique interposé. Est-ce que là-dessus, vous avez il y a des questions qui se posent, ou des réactions que vous voudriez avoir sur cette question de la fonction des images? Oui. Ce que vous venez de dire sur la coprésence me semble exclure la présence, parce que l'interaction entre une personne présente physiquement là, qui est en train de se suicider, par exemple, me semble relever de tout un autre plan de réalité que la possibilité d'envoyer des messages en surimposition sur une image. Il y a évidemment une inhibition, une déréalisation de la réalité. Évidemment, pour moi, je ne vais pas imposer mon point de vue. J'avais envie de réagir. Mais il y a un coprésent, mais il n'y a pas une coprésence. Je crois que la différence est quand même très importante. Parce que la notion de présence, quand même, elle implique. Et la coprésence est numérique. Justement, est-ce que ça permet une coprésence? C'est pas une coprésence.
Alors, merci beaucoup pour vos interventions parce que, en effet, on aborde ces sujets et je ne voudrais pas, en effet, être dans une sorte de simplification de la pensée. Je suis évidemment d'accord avec vous, c'est pas la même chose. Mais on peut nous faire croire que c'est la même chose. Par exemple, ces casques-là, moi je fais beaucoup de choses avec. C'est ce qu'on appelle de la réalité virtuelle. Vous connaissez le terme, hein, réalité virtuelle. Mais pour moi, le terme lui-même, il est politiquement très problématique. Pourquoi? Parce que, précisément, quand on est face à une image, on est face à une représentation. Ça n'est pas la réalité, c'est une image. Même si il y a des effets de réel, mais ça n'est pas le réel. Quand on est devant Skype, ça n'est pas le réel. Donc, je crois que la position critique, elle est dans le fait qu'on sait que c'est une représentation. Ça n'est pas la réalité. On est devant. On peut choisir de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans le film, mais à tout moment, on peut en sortir. C'est notre liberté, finalement, que d'y croire. C'est comme quand on nous raconte une histoire. C'est notre liberté de jouer à croire ou pas. Mais quand on nous propose quelque chose qu'on nomme réalité virtuelle, déjà c'est un oxymore, hein, réalité virtuelle, hein, c'est deux termes opposés qu'on rassemble, eh bien on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous dit ça va être la réalité, en fait. Hein, ça va être une réalité. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une image plate devant laquelle on est. Et donc, je crois que ça change des choses dans nos vies, etc. Mais vous avez raison, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est important de ce qu'on est en train de, cet exercice qu'on est en train de faire là. C'est pour ça que je vous remercie vraiment de vos précisions là-dessus. Ça n'est pas la même chose. Est-ce que vous avez d'autres remarques là-dessus? Oui. Sur la fonction des images, mais qui peut être considérée peut-être comme une déviance, mais qui est peut-être valable à d'autres époques, c'est que ça provoque un comportement différent. Par exemple, on parle de buzz, tiens, je vais mettre une claque à une fille, je vais le filmer, tout le monde va me voir. Est-ce que si j'avais cet outil en main, est-ce que je l'aurais fait? Donc ça crée un comportement qui devient réel, parce que c'est du réel. La victime prend quand même une claque. Mais est-ce que ce réel l'aurait été véritablement s'il avait été provoqué par cet objet, cette technologie? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le happy slapping, ce que vous venez de mentionner, la baffe joyeuse, et c'est né en 2005, et en effet, il y a des gens qui utilisent l'image, ou avec la vidéo en direct, qui disent, bon bah, quand il y aura 50 personnes connectées, parce qu'on voit le nombre de personnes connectées, quand il y aura 50 personnes connectées à mon flux, on va casser la gueule à cette personne qui nous a rien demandé. Enfin, il y a en effet cette dimension-là. Et c'est un sujet que je connais bien parce qu'en ce moment, je travaille avec un psychanalyste qui s'appelle Serge Tisseron. On fait ensemble des formations pour des éducateurs spécialisés sur la prévention des risques, non pas des risques, mais des risques à l'ère du numérique. C'est-à-dire comment l'image va jouer très fort. Je vais dans le quartier adverse, les deux quartiers antagonistes depuis 30 ans, on ne sait même pas pourquoi, mais ils sont antagonistes. Et puis je me filme en train de pavaner dans le quartier adverse, et ça va être cette image-là finalement qui va produire le conflit qui là malheureusement peut devenir bien réel et avoir des effets tout à fait réels et brutaux. Donc en effet, les images, elles jouent quand même sur notre vie. Et puis vous avez raison, hein, c'est pas la même forme de présence, c'est pas la même chose. Mais quand même, quand par exemple, on voit des jeunes gens qui changent tout le temps vous savez, leur photo de profil sur les réseaux sociaux. Ça paraît bizarre. Pourquoi ils changent tout le temps leur photo de profil? Eh bien, c'est simplement que, mine de rien, quand je me connecte à un réseau social et que je dialogue avec les autres, via le clavier par exemple, je vois l'image des autres. Donc finalement, cette image qui me renvoie, eh bien, si la personne elle est
toute décoiffée, en pyjama, eh bien, la manière dont je vais dialoguer avec elle ne va pas être la même que si elle est habillée en tenue de soirée, bien maquillée, par exemple. Hein, ça va pas, ça modélise la relation. De même que nous, ce matin, on s'est habillé d'une certaine manière, et du coup, on n'est pas en relation de la même façon avec les autres. Donc finalement, fabriquer une image de soi comme ça, ça change quand même la modalité de présence à l'autre, et que d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est toute notre vie, mais il y a une partie de notre vie qui se passe à travers les images, d'une certaine manière. Je voudrais parler de quelque chose, d'un terme qui me semble important, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, il me semble que vous voyez ce que c'est, hein, l'empathie, c'est pouvoir me mettre à la place de l'autre, finalement. Mais pour être un petit peu plus précis sur ce que c'est que l'empathie, c'est pouvoir me mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire pouvoir nommer ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est joyeux? Et pour pouvoir le faire, il faut déjà que je puisse nommer ce que moi-même je ressens. Donc l'empathie, c'est un processus mutuel, et c'est un processus aussi par rapport, si vous voulez, où j'ai besoin du retour de l'autre. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'autre en face de moi, je vais manquer d'empathie pour l'autre. C'est pour cette raison-là que sur les réseaux sociaux, on a des conflits qui montent très très vite. Parce que quand j'envoie un message écrit, je n'ai pas la réaction, le feedback, comme on dit, de l'autre. Donc finalement, la violence vient beaucoup plus vite si l'autre n'est pas en face de moi. Et je crois que l'empathie, c'est-à-dire envisager l'autre comme moi-même, d'une certaine manière, elle est assez cruciale en termes de citoyenneté. C'est-à-dire que l'autre est mon égal, si vous voyez, hein, je me mets à sa place, donc il y a une citoyenneté qui est possible. Dès lors que je ne me mets plus à la place de l'autre, bien c'est ça qu'on voit dans la question d'Eriks, c'est-à-dire que je peux tuer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un si je ne me mets pas à sa place. Si je pouvais me mettre à sa place, je ne pourrais pas le faire. Sauf si je suis totalement suicidaire. Vous voyez, enfin bon, et la déréalisation de l'autre en tant qu'humain, hein, je n'envisage plus l'autre comme un humain comme moi, eh bien, elle est la source de beaucoup de violence. Et donc, la question qui se pose à nous, et pour revenir à notre sujet qui est voilà, l'éducation populaire du XXIe siècle, finalement, on force est de constater qu'il y a de plus en plus d'échanges entre nous qui se passent via le numérique, via les réseaux. Comment on fait à cet endroit-là pour reconstruire de l'empathie, pour ne pas s'y perdre d'une certaine manière? Et je pense que c'est là qu'on a besoin d'outils, et que je vous propose, voilà, c'est l'objet qu'on échange sur des outils. Je vais vous en proposer des très concrets, des outils, des choses qui ont été expérimentées. Comment, dans ce contexte qu'on ne peut pas changer, contre lequel on ne peut rien faire, ça va se développer de plus en plus, les échanges via le numérique, et de plus en plus, eh bien, cette question de la coprésence va être quand même de plus en plus floue, c'est-à-dire qu'on va peut-être croire à la présence réelle. Par exemple, pour être un tout petit peu grivois, vous connaissez peut-être les systèmes de soutien-gorge et de culottes connectées. Vous connaissez ces systèmes-là? Je sais pas si, alors c'est assez expérimental, hein, peut-être certains l'ont expérimenté déjà, je ne l'ai jamais expérimenté, mais j'ai vu des vidéos sur Internet, où en fait, eh bien, votre partenaire sexuel, hein, là soyons clairs, hein, votre partenaire est à distance, hein, et à l'autre bout du monde, mais il a mis ses habits connectés, et puis avec votre téléphone portable, vous touchez sur le téléphone portable, et ça va faire vibrer telle ou telle zone de l'habit connecté de l'autre, qui va ressentir votre toucher à distance. Hein. Ça doit être marrant, remarquez. Hein.
Mais je sais pas. Pas bon réseau. En tout cas, là, on commence à arriver dans des endroits où ça devient un petit peu flou. Parce que là, ces applications, elles existent avec les téléphones. Mais si vous mettez ce qu'on appelle un gant à retour de force, c'est-à-dire, alors là, c'est un gant à retour de force, c'est un gant que je chausse. C'est marrant parce que ça fait un peu penser au préservatif, hein, finalement. Et si je touche, eh bien, ça va résister. C'est-à-dire que je vais pouvoir, et ça, c'est pas très compliqué à faire, je vais pouvoir sentir à distance le corps de l'autre, finalement. Donc là, vous voyez, c'est moins évident, hein, c'est de moins en moins évident. Et tout ce que je dis là, ça semble un petit peu aussi de la science-fiction. Il y a d'ailleurs un livre très, très intéressant de Serge Tisseron qui s'intitule « Le jour où mon robot m'aimera ». Là, c'est des questions philosophiques, c'est-à-dire qu'un robot qui va m'aimer, non mais vous rigolez ou quoi? Déjà, ça n'est rien qu'une machine. Sauf que nous aussi, en fait, nous sommes des machines. On est simplement des machines extrêmement sophistiquées, mais nous sommes des machines. Hein. Après, quoi qu'on pense de l'âme, etc., nous sommes des machines et on sait très bien que ce sont des phénomènes physico-chimiques qui produisent nos émotions. On le voit bien avec, en France avec le nombre de psychotropes qu'on consomme, c'est-à-dire des produits chimiques qui changent notre état psychologique et mental. On voit bien là qu'on est des machines. Et finalement, une machine assez sophistiquée, peut-être pourrait, comme nous, qu'est-ce que c'est que ressentir quelque chose, hein? On peut imaginer que des machines ressentent quelque chose. J'ai d'ailleurs vu tout à l'heure, il y a un robot, une femme robot, une intelligence artificielle qui a demandé des droits pour les robots. Aujourd'hui, là, c'est passé dans la presse aujourd'hui. On trouve ça absurde, une machine qui demande des droits pour les machines. Mais là aussi, on est face à une question d'empathie, c'est-à-dire que, est-ce que, si j'ai par exemple un petit robot humanoïde, vous voyez, un robot Nao, est-ce que je peux le détruire comme ça? Ben non, c'est pas si simple. Et que finalement, il y a un processus peut-être d'empathie avec les machines. Et si on regarde la culture japonaise, par exemple, vous le savez sans doute, ils ont un rapport aux objets, notamment aux poupées, depuis très longtemps, qui est tout à fait différent du nôtre. Hein. Et pour eux, les objets ont une forme d'âme. Ça n'existe pas dans notre culture judéo-chrétienne, mais chez eux, les objets ont une forme d'âme, en fait. Hein. Donc, c'est des choses vers lesquelles on arrive. Alors, avec toutes ces notions, je voulais quand même, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu plus concrètement le numérique, parce que là on parle de choses qui sont quand même pas très concrètes, mais avant ça je vous propose ce petit jeu avec cet objet là. Je vais vous montrer une... non, je ne vais pas vous montrer une vidéo, on va le faire. Alors je vous montre l'objet avec la caméra et vous allez... Je vous explique ce qu'on va faire ensemble. Donc, voilà. Dans 3 minutes, on va se rapprocher un petit peu et on va faire un truc marrant, vous allez voir. Donc cette chose-là, ça peut sembler un peu bizarre, hein. C'est un objet que on va faire du code là. Hein. Vous allez voir. C'est un objet que je vais brancher sur mon ordinateur. Alors je le branche en mode Jérôme Bonaldi, vous vous rappelez. Je le branche sur mon ordinateur et en fait c'est extrêmement simple. Cet objet là ça s'appelle Makey. Donc vous voyez c'est Makey, là je prononce à l'anglaise, je vous le mets de façon visible. Voilà. Et on a, alors vous voyez il y a par exemple espace. Vous voyez space.
je branche une pince crocodile. Comme vous allez voir, là, il y a un délai assez phénoménal entre les deux, mais elle va apparaître, la pince crocodile. Je branche une pince crocodile. Et puis, il y a, alors ça va plaire à Pierre-Olivier, il y a une autre, vous allez voir, il y a Space et Earth. Donc je pense que là, on connecte bien à notre vidéo d'introduction, mais j'aimerais bien que, là on a juste Space qui est apparu, j'aimerais bien que Earth quand même nous apparaisse. Attendez, je vais le... Comment ça se fait que c'est si lent, cette petite chose. On a Space, bon là il est un peu caché, et Earth. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai branché ces deux fils, et si je les connecte l'un à l'autre, c'est comme si j'appuyais sur la barre espace de mon ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un clavier déporté. Et donc, ce que je vous propose, c'est donc Earth, c'est la Terre, hein, et donc en fait, on fait contact entre les deux. Donc, par exemple, je ne sais pas si je mets dans mon ordinateur un fichier texte, là, si j'appuie sur espace, vous voyez, on a le curseur qui bouge, vous voyez, qui avance. Et du coup, là, si je connecte les deux trucs, bah oui, ça bouge très vite parce que je les ai connectés. Donc, c'est comme si j'appuyais plein de fois sur espace sans discontinuer. Vous voyez. Et alors, ça, c'est le principe. On va prendre un petit langage de programmation que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui s'appelle Scratch. Scratch, ça permet de faire des petits programmes informatiques. C'est des trucs qu'on apprend à l'école. Vous voyez, c'est tout simple, Scratch. Et eh bien, regardez, quand la touche espace est pressée, eh bien, donc c'est ça l'informatique, hein, c'est un langage. Donc, alors là, il est un peu visuel, il est un peu joli. Quand la touche espace est pressée, eh bien, on va jouer un son. Alors, jouer le son, alors là, il y a un son miaou. Alors, voyons ce que ça donne. Ok. Est-ce que vous voulez un autre son peut-être que celui-là? Ouais. Hein, on va peut-être prendre autre chose. Hein. Alors, attendez. Alors, il faut alors, on va faire un truc. Alors, attendez. Ah non, vous savez quoi? On va faire deux groupes. Et on va avoir on va faire un petit morceau de musique tous ensemble, d'accord? Donc on va choisir nos deux sons. Alors, quand ça vous plaît, vous dites, hein, le rire, vous oui, bien? oui, celui-là. Alors, non, pas le rire, non, celui-là. Okay. Donc on a le son de guitare, donc on va dire que la barre espace, elle joue le son de guitare, donc je fais la barre espace. Ok, c'est pas mal. Et maintenant on va choisir un autre son. J'ai choisi. Alors vous allez... Celui-là? Ouais, ok, d'accord. Ah non. Ah bah, c'est les cultures, hein, c'est le choc. Mais non, c'est Martigues. Hein, c'est Martigues. Donc là, c'est quand la touche flèche bam. Alors, et ça va être le son, donc, jouer le son. Alors, c'est l'autre, techno. Alors, voyons, est-ce que ça marche? Alors, je regarde. Ok. Alors, ouais, ça va. C'est la techno, ça marche tout seul. C'est pas de la techno, c'est de la house. Voilà. Je pense qu'il est un peu trop long. Parce que du coup, il existe sans nous. Donc, je propose peut-être qu'on en choisisse un plus court. Parce que sinon, on va avoir du mal à le maîtriser dans des... Il n'y a pas
vrai battement de cœur. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un peu comme un battement de cœur. Allez, voilà. Il sera plus gérable celui-là. Donc, hop, voilà. Voilà. Ok. Alors, je vous explique. On va créer la Terre et deux espaces. Donc, il y a des gens qui vont... On va se déplacer. Il y a quelqu'un qui va tenir ce fil électrique de la Terre. Tiens, viens Pierre-Olivier, tu vas commencer. Alors venez, on va faire un truc. Tu tiens, mais tu tiens le côté électrique. Allez, le courant va passer par toi. Hein, voilà, t'inquiète pas, c'est pas... Et alors, du coup, par exemple, voilà, tu tiens ça, voilà. Et maintenant, alors, vas-y, touche-le. Oui. Ouais. Donc, alors venez d'autres, voilà. Il faudrait en fait, ce qu'il faut, c'est, il faut toucher. Alors peut-être Pierre-Olivier, mets-toi au milieu. Ah mais alors, si elle me touche quelque chose, en fait, alors c'est-à-dire que si par exemple, alors peut-être que venez. Alors, touche-moi. Ah non, alors, voilà, alors du coup, si, voilà, il faut, voilà, et si tu touches, voilà, tu vas toucher ici. Voilà, c'est ça. Alors, venez un petit peu plus, et du coup, ça fait une petite chaîne. En fait, ce qui serait pas mal, c'est que tu donnes la main à quelqu'un juste, voilà. Par exemple, voilà. Donc, en fait, c'est un circuit. Voilà, vas-y. Donc, eux, alors, en fait, il faut un peu la colonne centrale, c'est-à-dire que tout doit passer, voilà. Tout en revient à il y a trois groupes, en fait, voilà. Donc, si voilà. Moi je le sens complètement. C'est pas mal. C'est moi ce que je veux. Bravo. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que là, c'était. Et puis il y a la métaphore, le courant qui passe hein, oui. entre les humains. Mais vous voyez, ce genre de choses, c'est tout simple. On l'a fait en 2 secondes, comme ça, vite fait. Mais je crois que ce genre d'objet, et il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est pour jouer avec le numérique en fait. On nous propose de jouer avec ça. Et je crois qu'il ne faut pas s'en priver. C'est pour ça que je vous ai montré ce truc-là. Vous pouvez l'acheter vous-même, hein, ça coûte 40 €. Et on peut imaginer mais 1000 choses. Vous voyez, une chaîne, on pourrait faire une... Là, on a fait juste 2 sons, mais on pourrait en faire plus. Et puis, ce sont des sons, mais ça aurait pu être des images déclenchées qui sont projetées ici ou là. C'est-à-dire que la capacité de contrôle à partir du code informatique, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est contrôler la machine. Mais contrôler la machine, et bien comme la machine, elle produit des choses sur les humains, et bien contrôler la machine, c'est aussi contrôler l'humain, d'une certaine manière. Et je pense que jouer avec ce contrôle, c'est vraiment important. Et le son, là on a fait du son, ça aurait pu lancer la flèche bas ou la barre espace, elle aurait pu lancer une image différente. Mais le son, c'est quelque chose de très puissant. Et quand on parle éducation aux images, en fait, on parle que d'images.
Mais en fait, quand on parle d'éducation aux images, on parle plutôt d'éducation à l'audiovisuel. En fait, c'est à l'image et au son. Et le son, ça a un très très fort pouvoir sur nous. On s'en a rendu compte d'ailleurs, le miaou, on n'en avait pas envie. Enfin, vous voyez, il n'était pas agréable. Il y a un certain nombre d'études sur le son enregistré et comment le son au XXe siècle a été vraiment, enfin, le son mécanisé et enregistré a été très lié au développement du capitalisme et de la manipulation des humains. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardiers allaient bombarder, il y avait des sifflements terribles. Ils avaient mis des systèmes sonores en fait sur les avions pour angoisser les gens, en fait, parce que la guerre elle est aussi psychologique. Ou la musique dans les supermarchés. Il y a de la musique partout maintenant, il y a du son partout. Mais ça c'est très nouveau, hein. C'est lié au XXe siècle. Et donc ce son, il est contrôlé par des machines. De même que quand vous allez sur Deezer, ça va vous proposer une playlist automatique. Hein. Il y a une intelligence artificielle qui, en fonction de vos goûts, propose des choses. Et donc, ça peut être positif et sympathique, parce que j'entends les musiques qui m'intéressent, ou alors Netflix me propose les films qui m'intéressent. Mais on est quand même dans la manipulation. Et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... comment faire? On ne peut pas l'empêcher. En plus, on aime bien ça. Par exemple, vous savez peut-être que chez Netflix, il y a une intelligence artificielle qui analyse tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde dans les moindres détails. Et en 2012, cette intelligence artificielle, parce qu'elle fait des propositions de sujets pour créer les futurs films et les futures séries. En 2012, elle a dit, elle a proposé, à partir de l'analyse des usages des gens, qu'il y avait une attente pour une série politique à la Maison-Blanche avec Kevin Spacey comme acteur principal. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui l'a déduite. Et ensuite, à partir de ça, ils ont créé cette série qui est très intéressante d'ailleurs, qui s'appelle House of Cards, et qui est une série vraiment passionnante. Mais c'est une intelligence artificielle qui nous l'a proposée. Donc il y a une manipulation par les machines, d'une certaine manière. Et pourquoi pas? Elle est géniale cette série. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal au fond? Enfin, c'est complexe en fait, hein. C'est un sujet complexe, et je crois que, à mon avis, hein, ça n'est que mon avis, c'est pour ça qu'on est là pour en discuter, je crois que ça ne sert pas à grand chose de le juger à l'emporte-pièce. Parce que de toute façon, on est dedans. On est pris dedans sans même s'en rendre compte. Et je pense que jouer avec, eh bien, c'est une façon de construire notre position critique par rapport à tout ce qui est en train de nous arriver et essayer d'en faire quelque chose de bien. Et finalement, programmer une machine, c'est ce qu'on vient de faire en choisissant des sons et puis en se mettant tous autour, en se tenant la main. Eh bien, programmer une machine de cette manière-là, eh bien, finalement, là, on est dans l'incarnation et dans la rencontre réelle. Et je pense que c'est quelque part cette chose-là qui me semble important de produire. Là-dessus, je vais vous montrer un petit objet que la BBC a construit. La BBC, vous savez, c'est la chaîne de télévision et de radio du Royaume-Uni. Voilà. La BBC a inventé ce petit objet-là qui s'appelle le microbit. Ok, c'est à peu près net. Et ça, c'est une sorte de mini-ordinateur qui est bourré de capteurs qu'on peut programmer comme on veut et qui lui est autonome. Il n'a pas besoin d'ordinateur. Il peut piloter des écrans, il peut recevoir des instructions. C'est ce qu'on appelle l'informatique physique. Vous savez, les objets connectés, les choses qui bougent toutes seules. C'est-à-dire, je fais un programme et puis, je ne sais pas, il y a un petit capteur de son et puis si quelqu'un parle, eh bien, il envoie de la musique, vous voyez, ou si jamais, je ne sais pas, quelqu'un marche et qu'il tremble un petit peu, eh bien, il fait quelque chose, voilà. Eh bien, ça a été conçu par la BBC pour l'éducation au numérique et à l'image, en jouant, vous voyez. On peut le programmer avec le petit langage de programmation Scratch que je vous ai montré juste avant. Donc, c'est là que je vois
moi, des perspectives pour l'éducation populaire, d'appropriation et de jeu avec toutes ces technologies. Je vais vous montrer un exemple vraiment qui est complètement différent. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un atelier qui est sur mon site internet quelque part, d'un atelier qu'on a fait au Musée de l'Homme il y a 2 ans maintenant, mais que je fais assez régulièrement, et qui est une autre utilisation du numérique. Je vous laisse le petit film qui dure 4 minutes. On avait commencé par un petit film, on revoit une petite vidéo, qui est une autre utilisation du numérique avec les téléphones portables qui me semble assez parlante aussi. Peut-être toucher, alors peut-être Pierre-Olivier au milieu. Ah mais alors, si elle me touche quelque chose, en fait, alors c'est-à-dire que si par exemple, alors peut-être que venez. Alors, touche-moi. Ah non, alors, voilà, alors du coup, si, voilà, il faut, voilà, et si tu touches, voilà, tu vas toucher ici. Voilà, c'est ça. Alors, venez un petit peu plus, et du coup, ça fait une petite chaîne. En fait, ce qui serait pas mal, c'est que tu donnes la main à quelqu'un juste, voilà. Par exemple, voilà. ça passe pas. Donc, en fait, c'est un circuit. Voilà, vas-y. Donc, eux, alors, en fait, il faut un peu la colonne centrale, c'est-à-dire que tout doit passer, voilà, tout en revient à Lâche ta main. Il y a 3 groupes, en fait, voilà. Donc, si, voilà. Moi je le sens comme le doigt là. Bon, c'est pas mal. C'est moi ce que je bravo. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que là, c'était, et puis il y a la métaphore, le courant qui passe hein, entre les humains. Mais vous voyez, ce genre de choses, c'est tout simple. On l'a fait en 2 secondes comme ça, vite fait. Mais je crois que ce genre d'objet, et il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est pour jouer avec le numérique en fait. On nous propose de jouer avec ça. Et je crois qu'il ne faut pas s'en priver. C'est pour ça que je vous ai montré ce truc-là. Vous pouvez l'acheter vous-même, hein, ça coûte 40 €, et on peut imaginer mais 1000 choses. Vous voyez, une chaîne, on pourrait faire une... Là, on a fait juste 2 sons, mais on pourrait en faire plus. Et puis, ce sont des sons, mais ça aurait pu être des images déclenchées qui sont projetées ici ou là. C'est-à-dire que la capacité de contrôle à partir du code informatique, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est contrôler la machine. Mais contrôler la machine, et bien comme la machine, elle produit des choses sur les humains, et bien contrôler la machine, c'est aussi contrôler l'humain, d'une certaine manière. Et je pense que jouer avec ce contrôle, c'est vraiment important. Et le son, là on a fait du son, ça aurait pu lancer la flèche bas ou la barre espace, elle aurait pu lancer une image différente. Mais le son, c'est quelque chose de très puissant. Et quand on parle éducation aux images, en fait, on parle que d'images. Mais en fait, quand on parle d'éducation aux images, on parle plutôt d'éducation à l'audiovisuel. En fait, c'est à l'image et au son.
Et le son, ça a un très très fort pouvoir sur nous. On s'en a rendu compte d'ailleurs, le miaou, on n'en avait pas envie. Enfin, vous voyez, il n'était pas agréable. Il y a un certain nombre d'études sur le son enregistré et comment le son au XXe siècle a été vraiment, enfin, le son mécanisé et enregistré a été très lié au développement du capitalisme et de la manipulation des humains. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardiers allaient bombarder, il y avait des sifflements terribles. Ils avaient mis des systèmes sonores en fait sur les avions pour angoisser les gens, en fait, parce que la guerre elle est aussi psychologique. Ou la musique dans les supermarchés. Il y a de la musique partout maintenant, il y a du son partout. Mais ça c'est très nouveau, hein. C'est lié au XXe siècle. Et donc ce son, il est contrôlé par des machines. De même que quand vous allez sur Deezer, ça va vous proposer une playlist automatique. Hein. Il y a une intelligence artificielle qui, en fonction de vos goûts, propose des choses. Et donc, ça peut être positif et sympathique, parce que j'entends les musiques qui m'intéressent, ou alors Netflix me propose les films qui m'intéressent. Mais on est quand même dans la manipulation. Et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... comment faire? On ne peut pas l'empêcher. En plus, on aime bien ça. Par exemple, vous savez peut-être que chez Netflix, il y a une intelligence artificielle qui analyse tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde dans les moindres détails. Et en 2012, cette intelligence artificielle, parce qu'elle fait des propositions de sujets pour créer les futurs films et les futures séries. En 2012, elle a dit, elle a proposé, à partir de l'analyse des usages des gens, qu'il y avait une attente pour une série politique à la Maison-Blanche avec Kevin Spacey comme acteur principal. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui l'a déduite. Et ensuite, à partir de ça, ils ont créé cette série qui est très intéressante d'ailleurs, qui s'appelle House of Cards, et qui est une série vraiment passionnante. Mais c'est une intelligence artificielle qui nous l'a proposée. Donc il y a une manipulation par les machines, d'une certaine manière. Et pourquoi pas? Elle est géniale cette série. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal au fond? Enfin, c'est complexe en fait, hein. C'est un sujet complexe, et je crois que, à mon avis, hein, ça n'est que mon avis, c'est pour ça qu'on est là pour en discuter, je crois que ça ne sert pas à grand chose de le juger à l'emporte-pièce, parce que de toute façon, on est dedans. On est pris dedans sans même s'en rendre compte. Et je pense que jouer avec, eh bien, c'est une façon de construire notre position critique par rapport à tout ce qui est en train de nous arriver, et essayer d'en faire quelque chose de bien. Et finalement, programmer une machine, c'est ce qu'on vient de faire, en choisissant des sons, et puis en se mettant tous autour, en se tenant la main. Eh bien, programmer une machine de cette manière-là, eh bien, finalement, là, on est dans l'incarnation et dans la rencontre réelle. Et je pense que c'est quelque part cette chose-là qui me semble important de produire. Là-dessus, je vais vous montrer un petit objet que la BBC a construit. La BBC, vous savez, c'est la chaîne de télévision et de radio du Royaume-Uni. Voilà. La BBC a inventé ce petit objet-là qui s'appelle le microbit. Ok, c'est à peu près net. Et ça, c'est une sorte de mini-ordinateur qui est bourré de capteurs qu'on peut programmer comme on veut et qui lui est autonome. Il n'a pas besoin d'ordinateur. Il peut piloter des écrans, il peut recevoir des instructions. C'est ce qu'on appelle l'informatique physique. Vous savez, les objets connectés, les choses qui bougent toutes seules. C'est-à-dire, je fais un programme et puis, je ne sais pas, il y a un petit capteur de son et puis si quelqu'un parle, eh bien, il envoie de la musique, vous voyez, ou si jamais, je ne sais pas, quelqu'un marche et qu'il tremble un petit peu, eh bien, il fait quelque chose, voilà. Eh bien, ça a été conçu par la BBC pour l'éducation au numérique et à l'image, en jouant, vous voyez. On peut le programmer avec le petit langage de programmation Scratch que je vous ai montré juste avant. Donc, c'est là que je vois, moi, des perspectives pour l'éducation populaire, d'appropriation et de jeu avec toutes ces technologies.
Je vais vous montrer un exemple vraiment qui est complètement différent. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un atelier qui est sur mon site internet quelque part, d'un atelier qu'on a fait au Musée de l'Homme il y a 2 ans maintenant, mais que je fais assez régulièrement, et qui est une autre utilisation du numérique. Je vous laisse le petit film qui dure 4 minutes. On avait commencé par un petit film, on revoit une petite vidéo, qui est une autre utilisation du numérique avec les téléphones portables qui me semble assez parlante aussi, peut-être plus dans la rencontre encore que ces petits objets-là. Je vous montre ça, c'est un exemple. L'exposition Nous et les autres des préjugés au racisme s'inscrit dans la volonté citoyenne et engagée du Musée de l'Homme. Depuis sa rénovation, il essaie d'être un lieu de débat, d'engagement des citoyens pour comprendre d'où on vient et où on va. L'exposition est née de la volonté de comprendre les mécanismes qui mènent au racisme, de comprendre comment, historiquement, sociologiquement, psychologiquement, nous sommes amenés à, des fois, catégoriser, voire exclure les autres, et comment ces processus, puisqu'on les connaît, peuvent être enrayés. Cet atelier de réalisation de films d'animation dans le cadre de l'exposition Nous et les autres au Musée de l'Homme est né d'une rencontre entre le Musée de l'Homme, Arcadie, le dispositif passeur d'images, et moi-même. Le projet d'atelier public qui est déployé aujourd'hui est né en fait d'un partenariat avec le Musée de l'Homme, et parce que le Musée de l'Homme en fait, avait entendu parler d'un film qui avait été coproduit par Passeurs d'images et Arcadie et qui questionnait la représentation du racisme à la couleur en France. Et puis très rapidement en fait, est née l'idée aussi d'environner cet élément d'exposition par des mini-ateliers, donc de la pratique artistique, et pas uniquement de proposer aux visiteurs finalement de ne voir que des éléments du film de manière interactive, tel que le film est donné à voir au sein de l'exposition. Dans un premier temps, en fait, on propose aux personnes de faire une participation au découpage. Donc on leur propose des contenus papier en lien avec l'exposition Nous et les autres qui fait l'objet de cette grande journée inaugurale. Et donc les gens peuvent puiser un petit peu dans toutes les ressources qu'on leur propose, imaginer un petit peu le concept de leur film et ensuite préparer la phase du tournage où ils animeront leur papier, leurs personnages, les textes, où ils pourront jouer un petit peu avec tout le contenu qu'ils auront découpé. La deuxième étape, on leur propose en fait de venir tourner leur film, d'animer leur film, qui sera un film en plan séquence. Donc ça veut dire qu'il est tourné, monté, qu'il n'y a pas d'étape de montage. Et ensuite, ils animent comme ils le souhaitent leur film et ils le tournent avec une tablette qu'on leur met à disposition. Troisième phase, ils vont pouvoir regarder leur film projeté sur un mur de l'atrium. Et ensuite, on diffuse le film également sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme pour pouvoir rendre visible tous les films, mais également pouvoir envoyer le lien du film à chaque participant, pour que chaque participant puisse s'en emparer et le partager sur les réseaux sociaux. Je ne pensais pas participer à l'atelier, je pensais juste regarder ce qui se passerait. Et finalement, on s'est assise et en fait, on s'est amusé comme si on avait 7 ans. Voilà. Je ne l'aurais pas fait spontanément, j'avoue, mais en se laissant entraîner, on y va et on est content d'avoir participé à ça et on va ressortir heureuse d'avoir fait quelque chose qu'un enfant de 7 ans peut faire, mais finalement qui est très important. Non seulement les gens sont contents de faire des films, mais en plus ils apprennent quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un film, comment on donne du sens à une image, comment on peut créer du sens. Et là, comme on est sur une thématique précise qui est les préjugés, le racisme, du coup c'est l'occasion pour les gens de construire un discours, si on peut dire, mais sous forme audiovisuelle. J'ai surtout aimé le côté très inventif et très libre de ce que nous permettait de faire l'atelier, et surtout ça permet de voir que les enfants vraiment jouaient le jeu en fait. J'ai remarqué à travers ce travail qu'elles sont rentrées dans le sujet. Elles ont vraiment travaillé sur la notion de différence. Comme ce sont des filles, on travaille sur la différence filles et garçons, c'est des choses qui les travaillent beaucoup à 8 ans,
mais aussi sur la notion de vivre ensemble, sur la notion de s'aimer les uns les autres. Donc j'ai pu voir qu'elles ont vraiment pris conscience du contenu du sujet et de surtout ce qu'on pouvait en faire en dessin, et de la pensée qu'elles ont elles-mêmes construite sans qu'on leur dise de faire ceci ou de faire cela. Donc j'ai vu que ça fonctionnait en fait, ça avait un vrai écho en elles, une vraie réflexion qui se traduisait ensuite par les dessins, les découpages, et un petit fil qui a été construit. Alors j'ai pris cet exemple pour illustrer, si vous voulez, le fait que la dimension de la production d'images, de proposer, tout à l'heure je parlais de créativité, de proposer de la créativité et de proposer que ces productions-là soient diffusées, à quel point ça peut avoir une valeur pour les gens, comme c'est expliqué. Et je pense que dans l'histoire des images, eh bien, on était principalement spectateurs des images. Finalement, l'éducation aux images au départ, c'était pour apporter justement tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de l'esprit critique, mieux comprendre le langage des images, etc. Mais depuis le début du XXIe siècle, en fait, depuis l'apparition des sites de vidéos communautaires en 2005 et puis des caméras dans les téléphones portables en 2005 aussi, et bien finalement, chacun d'entre nous, on est devenu producteur d'images. C'est-à-dire qu'on fait des images, qu'on transmet, qu'on partage. Ça semble absolument évident aujourd'hui à tout le monde, et notamment aux jeunes gens qui sont nés avec. Pour ceux qui n'étaient pas nés avec, comme c'est mon cas, ça nous semble un petit peu étrange, mais il y a des gens pour qui c'est l'évidence de la vie. Sachez que l'économie, ce qu'on appelle le big data, l'économie des grosses sociétés de l'Internet, est basée sur nos échanges. Parce que quand on échange des images, quand on va sur les réseaux sociaux, etc., il y a des publicités qui sont accrochées. Il y a une analyse très fine de tous nos usages, de tout ce qu'on fait, de ce qui nous intéresse, de ce qu'on regarde. Google analyse aussi nos déplacements. Si vous avez un téléphone Android, ce qui est le cas pour 80% d'entre nous, 75 à 80% d'entre nous, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la carte de vos déplacements que Google vous envoie chaque année. Il a mémorisé tous vos déplacements. Donc, en fonction de ça, il y a énormément d'informations sur nos goûts, etc. Donc, il nous envoie des publicités qui sont bien adaptées, qui nous intéressent, si on peut dire. Donc, ce partage de la production amateur, si on peut dire, cette production qui est la nôtre, elle produit de l'économie. C'est ça qu'on appelle le big data, en fait. C'est à partir de l'analyse de nos usages et d'une présence très longue devant les écrans, donc d'une exposition longue à de potentielles publicités, nous envoyer les publicités qui nous intéressent le plus, et par conséquent, elles sont beaucoup plus efficaces qu'une publicité qui me semble intrusive. C'est comme ça que ça se construit, et là-dessus, c'est un petit peu sans foi ni loi. C'est-à-dire que ça ne s'embarrasse pas beaucoup d'éthique, tout ça. On s'en fout pas mal de quelles images on transmet. Alors, après, bien sûr qu'ils ne peuvent pas faire totalement n'importe quoi et qu'il y a des systèmes de censure, etc. Mais on n'est pas du tout dans des questions d'esprit critique là-dedans. On est vraiment dans des questions commerciales, commerçantes. Plus les gens vont produire des images et plus ils vont les échanger, et plus ça va faire la richesse des nouvelles multinationales de l'Internet. Donc, encore une fois, on ne peut pas empêcher tout ça. Et moi, ce qui me semble, c'est que comment on fait dans le champ justement de l'éducation populaire? Comment on fait pour éclairer à cet endroit-là, pour tracer des chemins d'empathie, de dialogue humain, vous voyez, de co-construction, d'espaces sociaux
dans cet univers-là, et c'est pour ça que je vous ai envoyé cet exemple, enfin je vous ai montré cet exemple, c'est que dans cet atelier au Musée de l'Homme, il y a eu à peu près 8 jours d'atelier. Ils sont là, si jamais vous allez taper mon nom, vous allez sur mon site. Il y a 200 films qui ont été faits, qui circulent, que les gens ont partagés, que le musée lui-même a réutilisé pour sa communication. On a même organisé dans le cadre de donc là on va des photos de l'atelier, mais je voulais vous montrer un lien. On a même organisé ce qu'on a appelé une visite augmentée, c'est-à-dire qu'on a utilisé un picoprojecteur, c'est ça, c'est un vidéoprojecteur portable. Ce vidéoprojecteur, vous voyez, je peux projeter, il est sur batterie, je peux projeter des images où je veux. Et donc il y a eu une visite guidée de l'exposition où on a, grâce à un vidéoprojecteur comme ça, reprojeté dans l'exposition des films que des gens avaient faits. Comme les gens s'étaient investis, voulaient apporter des choses sur la thématique du racisme, etc. Et bien finalement, alors vous voyez, c'est pas très lumineux, mais quand même, voilà, là j'ai un petit film de Méliès, je peux vous le mettre là et je peux le passer où je veux, je peux le mettre là-bas. Donc cet objet, qui est aussi un objet numérique tout simple, eh bien si on l'organise, on peut faire des choses très poétiques. Parce que vous voyez, le film de Méliès sur le rideau, il n'a pas la même tête que... vous voyez, il a une facture différente que si on le met sur le plafond. Voilà. Donc, ces films-là, les gens, comme vous l'avez vu, ils ont été créatifs avec. Ils ont pu les diffuser dans leurs réseaux sociaux. Donc finalement, rentrer dans ce système sur lequel je suis un petit peu critique, parce qu'il produit une économie pure et dure, capitaliste, mais on a proposé autre chose. Vous voyez, quelque chose de généreux, quelque chose où il y a eu un vrai partage, il y a eu un vrai travail de fond, hein, de construction d'un discours pour les autres aussi. C'est-à-dire utiliser tout ça pour enrichir les autres de quelque chose. Et c'est pour cette raison-là que les quelques petites choses, quelques petits documents, je vous ai pris en photo tout à l'heure quand vous étiez en train d'être branchés, eh bien je les mettrai en ligne derrière le QR code, je vais vous montrer comment ça se passe. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je crois qu'on est dans une telle mer d'images, eh bien, à nous d'y tracer des pistes qui nous intéressent, hein, à nous d'y construire nos propres chemins. Hein. C'est pas en se voilant la face, vous voyez, en disant ah non mais c'est horrible, toutes ces images qu'il y a partout, de toute façon elles y sont. Donc produisons les nôtres, arrêtons-nous sur les nôtres, organisons des séances, dialoguons, réfléchissons, partageons, échangeons des idées. C'est pour cette raison-là que je vais mettre ces quelques images derrière ce lien, parce que peut-être que vous pouvoir les retrouver les mots qu'on a mis ensemble, ça va pouvoir continuer à vous nourrir, et que c'est tout bête, hein, c'est prosaïque, mais peut-être que une partie de votre temps de cerveau disponible, vous vous rappelez de cette expression de Patrick Lelay, qui était le patron de TF1, hein, qui avait dit, c'était en 1997, je crois, mon travail est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Eh bien, notre temps de cerveau disponible, eh bien peut-être qu'il pourra être consacré un petit peu plus de temps à prolonger et à approfondir ces échanges qu'on a pu avoir ensemble. Eh bien, je crois que le numérique, prenons le pouvoir d'une certaine manière avec le numérique. Prenons le pouvoir en créant des images, mais en les encadrant dans nos structures sociales et culturelles, et prenons le pouvoir en les diffusant sur nos propres réseaux. Ça, je crois que c'est un point important aussi. Je reviens à la question de la pensée magique du numérique. On se dit, bah, on met une vidéo, je la mets sur YouTube. Oui, mais attention, si je la mets sur YouTube,
eh bien, elle est chez YouTube, elle est entourée de publicité, etc. En fait, on peut tout à fait laisser un ordinateur allumé chez soi en permanence et puis créer son propre site internet. On n'a pas besoin de YouTube et il peut y avoir des vidéos dedans. Ou alors louer son propre hébergement chez ce qu'on appelle un hébergeur et puis y stocker les vidéos. Les choses que je vais mettre en ligne, je ne vais pas les mettre en ligne sur YouTube. Il faudrait, ce qui serait pas mal, c'est que je fasse une petite vidéo quand même, pour que ce que je mets en ligne, vous ayez aussi une petite vidéo de quelque chose qu'on a fait ensemble, mais qui ne soit pas par YouTube. Ce que je veux vous dire, c'est que ce monde numérique, il n'appartient pas aux multinationales. Il peut être chez nous, en fait. Hein. Et je pense qu'il y a la question du patrimoine numérique aussi. Toutes ces images qu'on crée, mais qui sont différentes hein, du quotidien, qui sont encadrées par nous, les uns les autres, eh bien, sachons où elles sont, sachons sur quel disque dur, dans quel ordinateur elles sont. Parce que ce n'est pas dans les nuages, c'est dans des endroits concrets, et que toutes ces multinationales, en fait, ils gèrent ce qu'on appelle des fermes de serveurs, des endroits où il y a toutes les informations. Mais pourquoi devrait-on leur donner, leur offrir, pour qu'ils en fassent de l'économie, tout ce qu'on produit? Non, soyons propriétaires, si j'ose dire, de notre bien commun ensemble, et ne le donnons pas forcément au système capitaliste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite vidéo? Je vais faire une simple petite vidéo, attendez, qui va se balader sur les petits objets, et comme ça, c'est cette vidéo qui sera... attendez, je fais une petite vidéo toute bête. Alors je commence par informatique céleste, et je vous la montre juste après, et vous me direz si ça vous va, et ensuite je la mettrai en ligne. Ensuite, il y avait le petit objet, le microbit, les petits câbles, et puis éducation aux images. Voilà. Hop, j'ai fait une vidéo qui dure 15 secondes. Voilà, je vais vous la montrer, vous allez me dire si ça vous va, si vous assumez qu'on diffuse ça. Est-ce que vous avez envie que je vous filme, vous? Allez. Alors, vous savez quoi? On va y aller. Je mets la caméra en route et du coup, c'est vous qui commencez à filmer. Vous filmez ce que vous voulez, vous passez à vos voisins et elle circule assez vite entre vous et vous faites une blague, enfin comme vous voulez. On mettra les deux. Pendant ce temps-là, je sors le lecteur de carte mémoire. Pas trop longtemps, et puis vous passez à vos voisins. Alors, le lecteur de carte mémoire. Vous pouvez parler aussi, vous pouvez dire quelque chose. Alors, il y a des gens qui font du cinéma expérimental. C'est intéressant, hein, moi j'adore. Hein, voilà. Et si vous avez un message à transmettre au monde, allez-y. Parce que cette vidéo, elle ne sera pas sur YouTube, elle sera dans un espace privé mais commun qui est le nôtre, donc un espace privé par rapport aux multinationales, donc elle sera sur Internet sans être inféodée au grand méchant capital, comme on dit. Donc n'hésitez pas à faire du son aussi, hein, si vous voulez. Ce sera un film très expérimental, mais c'est bien, ce ne sera pas d'image standard, formatée, voilà, si vous voulez, et puis ensuite on voit pour la mise en ligne, et voyons ce que ça donne, c'est 1 minute 45. C'est marrant d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais le dossier dans lequel les vidéos se trouvent dans les appareils photo s'appelle Private. C'est le dossier privé, c'est là qu'elle se trouve. Alors voyons, elle est là. Là, enfin comme vous voulez, on mettra les deux. Pendant ce temps-là, je sors. Mais la même chose, on regarde dans, je sais pas, dans 6 mois. C'est une mémoire.
de ce moment qu'on a partagé ensemble. Et ça a beaucoup de valeur, parce que ce n'est pas une mémoire formatée, c'est quelque chose qui s'est fait comme ça entre nous. Alors, le QR code, je vous propose que on va, derrière ce QR code, je vais l'afficher dans quelques instants, on va ensemble faire du code informatique, on va créer la page, on va faire une page toute simple. Vous savez comment on crée, parce que c'est une page web, comment on crée une page web? C'est ça une page web. Hein, c'est un code, et dedans on va dire DOL en force. Allez, on va dire. Ça, je sais pas si ça vous va, mais disons qu'on va mettre ça pour le moment. Et je vais. Et évidemment, c'est juste là pour maintenant. Ensuite, je vais mettre la vidéo, les photos. Hein. C'est juste pour tester tout de suite maintenant. Je vais mettre en ligne cette page que je viens de créer. Et c'est vers cette simple page que le QR code va amener. Et puis, tout ce soir, je mettrai la vidéo et les photos à la place, bien sûr. Ceux qui ont un iPhone, vous allez voir, ça va tout de suite vous amener à la page DOL en force. Et les autres, je vais vous expliquer comment faire. Vous allez voir, ça va pas être bien compliqué. Hop. Je l'ai un peu scratché, mon QR code. Attendez, je vais rechercher. Hop. Voilà. Ok. Donc, cette chose-là, je vais essayer moi-même. Prenez-la en photo. C'est ce qui va nous permettre d'avoir à tous l'accès à ce qu'on a fait ce soir, en fait. Hein. Et donc, prenez-le déjà en photo et ensuite, comme ça, vous l'aurez. Et alors, est-ce que ça marche? Est-ce que... Oui, ça arrive, il y a les coups d'or en force. Donc, prenez-le en photo bien en plein écran. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Ceux qui ont donc un iPhone, ça va marcher tout de suite. Et pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, il faut... C'est-à-dire 80% d'entre nous n'avons pas d'iPhone. Moi, j'ai pas d'iPhone non plus. Vous allez installer une application gratuite, il y en a plein d'applications qui font ça, soit de QR, la lettre Q et la lettre R code, ou soit, et je crois qu'elle est là, la force et l'importance de l'éducation populaire, c'est tout à coup de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du quotidien, du banal. Eh bien, ces productions-là, grâce au numérique et aux capacités que le numérique nous offre, eh bien, les gens peuvent le soir même les avoir sur leur téléphone, les partager eux-mêmes avec leurs amis, etc. Et tout à coup, cette production sur laquelle, et ce partage très aisé et très rapide sur laquelle s'appuient les grandes industries, eh bien, nous aussi, on peut les réinvestir pour faire autre chose que du commerce, c'est-à-dire pour faire de la culture et du lien social, et finalement de la construction de soi, parce que s'exprimer, créer des choses, c'est se construire soi-même, et puis c'est le partager avec les autres. Donc finalement, se construire soi-même, c'est aussi construire la citoyenneté tous ensemble. Et ça, le numérique, c'est un outil très puissant, finalement, aussi pour nos missions.